Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'Anthropode quoi ? Anthropodcast. Bonjour et bienvenue sur Anthropodcast. Je suis Jonathan, je suis accompagné d'Anne-Laure, mon accompagnatrice sur tous les épisodes, et nous sommes accompagnés aujourd'hui de notre invitée, Madame Monique Selim. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à Paris, nous sommes chez vous, et ce qu'on aimerait un petit peu savoir avant de commencer d'autres sujets, c'est, vous êtes anthropologue, comment est-ce que vous en êtes venu à cette discipline ? Alors, comment j'en suis venue à l'anthropologie ? D'abord, je crois que, il faut toujours replacer les itinéraires personnels et les trajectoires dans des contextes, dans des contextes qui sont des contextes historiques, qui sont des contextes politiques, qui sont des contextes sociaux, qui sont à la fois macro-sociaux et qui sont aussi ceux de famille. Alors, sur le contexte macro, moi, je suis née en 1951. Et donc, j'avais 17 ans en 68. 68, 70, les années 70, c'est véritablement la grande période du voyage hippie, de la découverte de l'autre, de l'encensement de l'altérité. Je crois que ça, c'est très important de s'en rendre compte, en particulier par rapport à la période présente, qui est une période de condamnation et d'exclusion de l'altérité. Que ça soit sous le visage des migrants, que ça soit sous le visage religieux, que ça soit sous le visage culturel, on est véritablement, on est retourné à une période extrêmement rigide, donc très très auto-centrée, très ethnocentrée. Bon, moi la période dans laquelle j'ai grandi, mon adolescence et plus tard, toutes les années 70, c'était donc une période où l'autre était véritablement un phare. Je veux dire, c'était la négation en fait dans la société dans laquelle on vivait. C'est bon. Et puis l'admiration de ce qui se passait ailleurs. Alors après, avec toutes les projections idéalistes, etc. Donc l'anthropologie, il faut se rendre compte que l'anthropologie, dans ce contexte précis, l'anthropologie avait un rôle intellectuel qui était important. Je veux dire, l'anthropologie était dans les médias, les anthropologues pouvaient parler partout, on les écoutait. Aujourd'hui, qui s'intéresse à l'anthropologie ? Qui vous dites, vous parlez à quelqu'un dans la rue, vous lui demandez l'anthropologie. S'ils arrivent à vous dire Lévi-Strauss, c'est déjà merveilleux. Mais sinon, absolument rien lui viendra à la tête. Donc ça, c'est des contextes. Donc moi, je suis le produit de cette période au niveau macro-social, dans la mesure où j'en ai épousé tous les contours. Y compris le voyage hippie jusqu'en Afghanistan. Je suis partie en stop en Afghanistan. Je suis partie chaque année. Après, je travaillais un peu et je partais chaque année dans différents pays pour aller toujours plus loin, chercher toujours plus loin ce qui aurait été authentique par rapport à la société. Je lisais beaucoup Baudrillard, etc. La société de consommation qui était véritablement le repoussoir absolu. Et donc c'est, produit de cette histoire. Alors ma trajectoire, l'époque aussi, c'est Jolin qui avait une UFR d'anthropologie de 500 étudiants, où énormément de professeurs, d'enseignants venaient d'un peu partout. Et donc j'ai décidé, de faire de l'anthropologie, d'être anthropologue. Je suis allée voir Jolin, qui recevait beaucoup. Il suffisait. Là aussi, c'est une autre époque. Vous avez entendu parler de Jolin ? Oui. Peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas coup, parce que on s'intéresse pas forcément toujours à un. Alors Robert Jolin, donc qui a dû mourir il y a une vingtaine d'années peut-être. Il faudrait regarder exactement les dates. Non, on le notera sur. Voilà, vous le noterez. Robert Jolin, donc qui était anthropologue, qui était lui aussi très très médiatisé, très le produit de cette époque. Et il y avait véritablement deux pôles dans l'anthropologie. Il y avait un pôle académique extrêmement conservateur sur l'altérité. Et puis, il y avait ce pôle qui était, beaucoup plus une idée, l'idée de communauté. Si vous voulez, l'UFR était une communauté, on allait dans des communautés villageoises, l'altérité c'était les communautés. Il y avait tous ces mythes qui étaient là.
Et donc voilà, je me suis inscrite dans cette... alors véritablement comment, je me rappelle comment j'ai pensé devenir anthropologue. Je lisais beaucoup et donc je faisais de la philosophie et en même temps je voyageais beaucoup. J'étais partie en Égypte. Après j'ai descendu le Nil sur un bateau dans la cale. Et puis sur ce bateau, il y avait plus on descendait, plus que je suis descendue jusqu'à Malakal et plus on descendait dans le fond de l'Afrique, plus en fait il y avait des gens qui venaient discuter, et là il y avait des nuaires qui venaient et qui disaient je me rappelle très bien des conversations et qui disaient est-ce que c'est possible, comment on fait pour se marier chez vous et combien ça coûte surtout, c'est-à-dire en fait c'était plein de jeunes hommes qui avaient véritablement qui devaient payer des dots et enfin payer le prix de la fiancée plus exactement, et donc je veux dire voilà, et là j'ai décidé, je lisais en même temps, j'ai décidé que j'avais envie de devenir anthropologue. Alors en plus j'avais rencontré il y avait une rencontre tout ça dans un tout petit hôtel à Khartoum dans ces voyages très 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 petit hôtel où je me rappelle on avait des résistances pour se faire chauffer de l'eau pour l'été, vous savez, on plongeait les résistances. Et je ne sais plus par quel biais, j'ai été amenée à rencontrer un anthropologue qui avait travaillé dans le désert, en Arabie Saoudite, et dont le discours m'avait absolument fascinée. Totalement fascinée. L'idée qu'on puisse comme ça sortir radicalement de sa société, aller se plonger complètement ailleurs, dans une autre société, en fait devenir autre aussi. Ça m'avait vraiment fascinée, et donc c'est au cours de ce voyage en fait que j'avais décidé donc de devenir anthropologue. Quand je suis rentrée à Paris, j'ai téléphoné à Jola, qui m'a dit venez déjeuner dimanche. Donc il faisait table ouverte, il y avait une vingtaine de personnes. Et donc je lui ai dit je veux faire de l'ethnologie. À l'époque je faisais en même temps de la philosophie. Mais je lui ai dit, je veux partir à la campagne. Alors c'était effectivement, non, vous pouvez pas vous rappeler, mais les années 70, on est en 74 à peu près, c'était les communautés rurales, le retour à la nature, le retour à la campagne, la fusion avec les paysans, alors qu'en fait il y en avait déjà presque plus. Bon, enfin, je veux dire, c'était tout ça, donc moi j'étais beaucoup là-dedans, beaucoup dans ce type d'idéalisation de l'altérité proche et lointaine. Et donc, comme en plus je faisais de la philosophie, j'étais en maîtrise de philo, j'ai été dispensée de cours et je suis partie. Et ensuite, je suis revenue avec mon mémoire pour le soutenir, et qui était un terrain sur une pastorale basque, qui était donc le théâtre du XVIe siècle, moyenâgeux, et qui était rejoué dans un village de manière très traditionnelle, uniquement par les hommes du village. Les femmes étaient interdites de scène, comme toujours. Et donc voilà, j'avais fait mon terrain là-dessus. Là-bas. Voilà. Premier terrain. Donc c'est comme ça que je suis, en gros, voilà le contexte dans lequel je suis devenue anthropologue. Contexte politique, contexte et en même temps contexte institutionnel. Il me semble, pour avoir lu plusieurs de vos articles sur Internet, qu'ensuite vous êtes plutôt parti vers le Laos. Voilà, etc. alors là on est beaucoup plus loin. Ah d'accord. Oui, entre-temps j'ai travaillé 10 ans dans ma propre société, je veux dire en anthropologie urbaine, dans des couches sociales qui étaient des couches sociales défavorisées. Et ensuite, j'ai été recrutée donc à l'IRD. Et le premier terrain que j'ai fait dans ce cadre, c'était l'Orstom, etc., c'était le Bangladesh. Mais vous, ce que vous avez lu, c'est le Laos. Vous préférez Alors, je sais pas si c'est parce que... C'est vrai que j'aime bien l'Asie, donc peut-être que mon œil a été attiré par ça. Et puis, il me semble que parmi vos dernières études, il y a beaucoup la Chine, justement, dont on va parler. Les 10 dernières années sont consacrées à la Chine. Voilà, exactement. Quel a été le lien, justement, pourquoi vous entre tous ces terrains? Oui. Voilà, d'accord. Exactement. Et notamment, il me semble que vous avez été au Bangladesh aussi. Absolument. Voilà, exactement. Donc, comment on passe
Une société contemporaine. Alors effectivement, à des sociétés qui sont toujours contemporaines. Hein. C'est pas non, elles sont toujours contemporaines. Donc, non. Alors dès le départ, hein, peut-être c'est ça que je dois préciser. Donc j'étais dans une conception qui n'était pas du tout une conception académique au sens oui, pas une conception académique de l'anthropologie, mais beaucoup plus sur une conception politique de l'anthropologie et sur une conception, je veux dire aussi, de refus, si vous voulez, d'une différence, alors d'exaltation, mais aussi de refus au plan intellectuel d'une différence absolue entre les différents types de sociétés, en particulier entre des sociétés qui seraient des sociétés de la tradition et des sociétés qui seraient nos sociétés. Au plan anthropologique, hein, je veux dire au plan intellectuel. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était toujours le présent, hein, et c'était toujours les transformations qu'il y avait dans une société, et non pas, si vous voulez, j'étais extrêmement critique, mais par la philosophie aussi, hein, bon, par toutes les études de philosophie que j'avais faites, puis d'une manière aussi, je peux dire, à la limite, par l'éducation que j'avais reçue, extrêmement critique sur l'idée qu'il y avait des gens qui seraient comme ça figés dans l'histoire, dans leur culture, etc. Alors que bon, les années 70, c'est tout de même une période de migration intense. Hein. Bon, c'est tout de même énormément de transformations. C'est 30 ans après l'après-guerre, etc. Donc, comment je suis passée de l'une à l'autre donc c'était bon, d'abord les paysans hein, au Pays Basque. Ensuite, l'anthropologie urbaine sur des ouvriers, en France, hein, avec l'idée que l'anthropologie n'était pas spécialisée méthodologiquement, je veux dire, dans des sociétés lointaines. Alors, ce qui est une idée totalement banale, hein, aujourd'hui, tous les étudiants font de l'anthropologie qu'on appelle de l'anthropologie du proche. À l'époque, c'était absolument pas accepté. Si on était anthropologue, on allait loin, sinon on était sociologue. Hein. Et donc, juste pour préciser, quand vous dites à l'époque, pour nos éditeurs peut-être qui ne sont pas familiers avec l'histoire... L'époque, c'est les années 70 et le début des années 80. C'est pas si vieux, hein, franchement. Non, c'est pas si vieux, mais tout de même, au niveau de l'anthropologie, il y a eu énormément de transformations, en particulier dans l'enseignement de l'anthropologie, où aujourd'hui, c'est... Enfin, je veux dire, on dit, faites votre terrain où vous voulez. Vous pouvez le faire... dans la ville où vous êtes, dans une association, etc. Je veux dire, à l'époque, c'était tout de même, on était resté tout de même très, très fossilisé sur une ethnographie d'une altérité elle-même très réifiée. Hein. Bon, ça c'est l'anthropologie normale, entre guillemets. De l'autre côté, vous aviez l'anthropologie marxiste, à la recherche des modes de production. Et puis, entre les deux, vous aviez une sorte de vide un peu hippie comme celui de Jolin. Et puis après, vous aviez des gens qui faisaient leur propre trajectoire. Donc ensuite, j'ai travaillé sur ma propre société dans des endroits qui étaient totalement non coutumiers, hein, qui ont été une cité HLM et qui ont de la périphérie de Paris et qui ont été un quartier défavorisé d'Amiens. Et ensuite, j'ai été recrutée donc dans une institution de recherche qui a le même statut, qui était donc l'Orstom à l'époque et qui s'appelle maintenant l'Institut de recherche pour le développement, qui a le même statut que le CNRS, qui était une institution tout de même où on avait toujours travaillé, enfin toujours, presque, disons très très rapidement, sous l'impulsion de Ballandier, sur les villes en Afrique, ce qui était la différence aussi avec l'anthropologie, l'ethnographie française du paysan idéalisé, hein, Minot, le lavoir, etc. Enfin bon. C'est parfait hein, aussi comme travail. Hein. C'est des très 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 beaux travaux d'ethnographie. Le problème, c'est où était la réalité enfin, la réalité est celle que les ethnographes connaissaient aussi, mais qu'en même temps, ils excluaient du produit ethnographique qu'ils allaient rendre. Et donc, à partir du moment où j'ai été recrutée dans cette institution-là, c'était clair que je devais travailler ailleurs, mais sur des objets que je pouvais choisir et qui étaient justement très, très, très en avance par rapport à cette anthropologie académique. Et donc, le premier terrain, normalement, je devais être envoyée, puisque je ne choisissais pas, en Inde.
J'ai pas eu mon visa de recherche. C'était assez compliqué. J'avais fait un projet de recherche sur l'anthropologie du travail, donc dans une entreprise indienne, sur laquelle j'avais commencé à travailler, qui était une entreprise ayurvédique, Ayurveda, vous connaissez. Et j'avais choisi parce que là aussi, ça me paraissait... en plus, c'était une entreprise hyper moderne, mais, je veux dire, dans la modernisation de la tradition, donc ayurvédique, avec des produits ayurvédiques. Et donc, j'avais commencé à y travailler. D'ailleurs, j'ai écrit un article dessus. Et puis après, j'ai pas eu le visa de recherche. Et donc, je me suis reconvertie au Bangladesh. Et au Bangladesh, où ça a été un terrain très facile et où j'ai travaillé donc sur la filiale d'une multinationale américaine, pharmaceutique, qui est Pfizer. Et donc, c'était des terrains, encore une fois, complètement pris dans la société, complètement pris dans l'histoire politique, aussi bien la modernisation de l'Ayurveda que, je veux dire, l'introduction d'une filiale pharmaceutique, d'une filiale d'une multinationale pharmaceutique. C'est-à-dire l'antithèse aussi de ce que j'aurais pu faire si j'avais choisi... disons, des populations les plus pauvres, dans des bidonvilles ou qui travaillaient sur des chantiers, etc. Donc j'ai toujours essayé, si vous voulez, de choisir des objets d'abord qui n'avaient pas été déjà parcourus, dans des contextes où ces objets apparaissaient, ces situations, si vous voulez, apparaissaient non évidentes. Puisque par exemple au Bangladesh c'était une élite ouvrière, hein, très clairement, qui avait été hyper politisée, qui s'était battue pour l'indépendance du pays, etc. Et puis donc au Laos, puisque vous vouliez qu'on parle du Laos. Donc après le Bangladesh, j'ai travaillé au Laos. Après j'ai toujours travaillé en Asie. Hein. Et au Laos, là ce qui me passionnait, si vous voulez, c'était un pays communiste qui s'ouvrait au marché. Donc au Laos, on est dans la période début des années 90, donc avec cette transformation fondamentale de l'ensemble des États-partis communistes après la chute de l'URSS, hein, donc qui se convertissent au capitalisme tout en voulant garder, je veux dire, un État dictatorial. Et donc là, idem, j'ai choisi de travailler donc sur il y avait que deux usines pharmaceutiques, donc j'ai travaillé sur ces deux usines pharmaceutiques, mais en fait quasi immédiatement, j'ai été amenée par le terrain, c'est-à-dire par les gens eux-mêmes, sur les cultes d'eugénie, qui s'étaient considérablement transformés, qui restaient extrêmement présents, mais avec une transformation fondamentale qui était que ces génies ne fonctionnaient plus du tout dans les traditions que les ethnographes, peu nombreux sur le Laos, avaient repérées, mais que bien sûr je me suis empressée de lire. Les rituels ne correspondaient absolument plus. Et en plus, j'ai travaillé directement avec les médiums, en faisant des entretiens sur leur vie, etc. Et donc, non pas, là, je dirais pas la modernisation d'une tradition, c'était pas du tout ça, c'était comment un capital symbolique, soit des génies, salue l'arrivée du marché. Après, disons, je veux dire, cette parenthèse de 15 ans de communisme et d'isolement extrêmement fort au Laos, hein, je veux dire, un isolement économique, politique, une culture du secret au niveau de l'État-parti, etc. Donc une population très très traumatisée par cette période communiste dure, et donc cette ouverture au marché qui transforme en fait, si vous voulez, qui transforme les croyances. J'ai juste une question qui me va comme ça. J'ai le sentiment que ça va être très compliqué à résumer pour vous, mais c'est quoi un génie au Laos ? Parce que moi, je ne sais pas, quand on me dit génie... c'est Aladdin. Voilà, moi, c'est Aladdin. Non, c'est pas tout à fait Aladdin. Bon, est-ce que ça se résume ? Les génies, les esprits, si vous voulez, les génies, toutes les entités invisibles, avec l'idée qu'on est donc dans une société paysanne, où l'agriculture était donc une société rurale, où l'agriculture était fondamentale. Et donc vous aviez des génies de la terre, des esprits de la terre, si vous voulez, à qui les gens rendaient donc un certain nombre de dommages, d'offrandes, etc. Et ça, ces esprits de la terre, ces génies de la terre, étaient incarnés, rentraient
dans des médiums. Là, on est dans une tradition médiumique, qu'on peut, si vous voulez, la personne possédée qui se fait donc le réceptacle d'une entité invisible. Et donc là, ce qui se passait, c'est que c'était une multiplication des génies. Tout le monde voulait devenir médium. Tout le monde inventait de nouveaux génies. Enfin, je dis tout le monde, c'était un peu caricatural, mais beaucoup de gens, alors que c'était toujours des femmes qui étaient relativement âgées, des jeunes hommes se mettaient à vouloir devenir médium, à dire je reçois tel et tel génie. Enfin bon, voilà. Donc chacun brodait, fantasmait. On est dans une population très animiste, je veux dire, très imprégnée par les rêves. Et donc une société un peu onirique, et tout le monde vit en double, je veux dire ici, mais aussi avec tout ce qu'il y a derrière l'apparence du visible. Et donc c'est ça que j'ai constaté, voilà, et c'est ça que j'ai analysé et étudié avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et bon, okay, voilà pour le Laos. Et donc en disant ça vraiment, bon. Oh, merci. Les choses ont bougé. C'est très intéressant. Alors peut-être on va arrêter là et la prochaine fois on va parler de la Chine. Oui. On va faire un petit raccourci, on va dire, dans votre histoire et puis parler de comment c'est d'être anthropologue en Chine parce que ça m'intéresse beaucoup. Enfin, ça nous intéresse beaucoup. Donc on se dit à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci.